t'es rasé la tête pour avoir l'air d'un garçon et donc avoir plus de pouvoir. J'ai trouvé ça trop mignon. Ouais. Fatou est une entrepreneuse engagée, intervenante experte aux Nations Unies, conférencière, mannequin, animatrice télé, créatrice de la fresque de l'équité. Son truc à Fatou, c'est l'audace, c'est les rencontres, c'est la diversité, c'est se coucher tôt, c'est faire du sport, c'est l'Afrique, c'est les voyages et c'est les prises de parole. Son credo, chaque obstacle est une opportunité de se réinventer. Fatou, bonjour. Quelle description. Est-ce que c'est vrai tout ça ou pas? Tout est vrai. Qu'est-ce que j'ai oublié? Que j'habite à Lisbonne. Tu habites à Lisbonne, tout à fait, mais aussi un peu à Paris de temps en temps. Mais beaucoup à Paris aussi. Tu viens à Paris, tu vas à Cape Town, tu vas à New York City, tu vas à California, tu vas un peu partout. T'es une voyageuse du monde. Ouais, je crois qu'on pourrait me décrire comme ça. Mais tu es settle à Lisbonne en ce moment. Oui, pour l'instant. Et d'ailleurs, on sait pas trop où tu seras dans quelques mois. Non, mais même moi, je sais pas non plus. Donc comme ça... Et t'as pas peur comme ça de bouger tout le temps? J'ai pas peur. Par contre, j'ai moins cette folie. Avant, je pouvais claquer ma vie, mon appart et me barrer du jour au lendemain. Maintenant, je prends plus de temps, j'ai plus de réflexion, je me pose plus de questions. Est-ce que c'est ça la maturité? Peut-être. Est-ce qu'on fuit quelque chose quand on part? Je pense que oui, toujours. Mais fuir quelque chose, ça peut être fuir quelque chose de pas bien aussi. Tu peux fuir l'ennui. Oui, mais est-ce que tu le retrouves pas à un moment? Si, c'est pour ça que tu repars. Tu reviens, tu repars, donc tu te cherches toute une vie et tu te fuis toi-même. Quoi, après, est-ce qu'on est fait pour habiter au même endroit? Est-ce qu'en fait, on n'a pas été sédentaire pendant des milliers d'années et on est nomade, on a été nomade pendant des milliers d'années, on est sédentaire que depuis très peu de temps. Donc peut-être qu'en fait, moi, mon âme de nomade est toujours là. Vibrante. Très bien. Et écoute, on a hâte de savoir où tu seras dans quelques mois. Fatou, t'es une sorte de personnage multifacette. On n'arrive pas trop à te mettre dans une case. D'ailleurs, sur ton site internet qui s'appelle iamfatou.com, tu es ce qu'on vient de dire, speaker, conférencière, il y en a dans tous les sens, il y a plusieurs boîtes. Si tu devais résumer qui tu es, même si c'est insupportable parce qu'on ne va pas te mettre dans une case et t'as pas qu'un seul métier, nanana, concrètement, c'est quoi ce que t'aimes faire et dans quoi t'es bonne? Ah, bonne question. Je pense que mon plus grand talent, c'est de rêver. Mmh. J'adore me projeter, penser à des choses qui sont pas encore là et me dire que je peux réussir à les réaliser. Alors, très intéressant. Je crois que nous n'avons pas du tout la même définition. Qu'est-ce que le rêve? Le rêve, c'est quelque chose que tu voudrais voir en vrai, mais qui s'est pas encore cristallisé. Mais donc pour toi, un rêve est réalisable? Ah bah oui. Alors que moi, pas du tout. Ah bon? Pour moi, un rêve, ça reste de l'utopique, c'est ce que tu fais la nuit ou dans tes pensées les plus folles. C'est par exemple, je rêve d'avoir des jambes de 3 mètres de haut. C'est pas un rêve. Eh ben non, si, car je ne pourrai jamais le réaliser. Et ce que tu appelles rêve, moi je l'appelle projet. Alors du coup, j'ai une définition pour toi. La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Donc, si je parle de ton point de vue, oui. Dès que j'ai passé d'une idée et que j'ai posé une date, pour moi, ça devient un projet. Et une fois que c'est en mode projet, ça part. Je suis Capricorne, donc ça te réalise. Attends, parce que les Capricornes, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah bah, c'est des gens qui sont pieds sur terre, focus, organisés. Tu veux que quelque chose se réalise, va voir un Capricorne, quoi. D'accord, ok. Welcome. Capricorne. Coïncidence. Ok. Mais tu crois pas que dans le rêve, il y a quelque chose de très... d'onirique, d'utopique, c'est aussi ça qui est beau dans le rêve, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir, c'est le rêve de... Mais dans ce cas-là, si j'en suis ton concept, pourquoi est-ce qu'on a cette phrase en français qui dit « faut pas rêver » ? Donc du coup, ce « faut pas rêver » n'existe que si le rêve peut être réalisable. Sinon, on n'aurait pas besoin de te dire qu'il faut pas rêver. Donc du coup, ma définition du rêve, est-ce que c'est pas la définition du rêve qui est la plus commune, c'est quelque chose qu'on a envie? Enfin attends, j'ai le droit de dire je veux des jambes de 3 mètres de haut, tu vas me dire faut pas rêver. Non, parce que j'aime pas dire faut pas rêver, parce que même pas besoin d'en rêver en fait, ça n'arrivera pas. Bah si, du coup j'en rêve. Bon, d'accord, j'ai pas de rêve, j'ai des projets. Ah. Est-ce que c'est mieux? Merci Fatou. Non mais donc du coup c'est quoi cette histoire de date? Donc cette histoire de date, c'est que ça permet de cristalliser un rêve, ou en tout cas quelque chose qu'on a envie de faire dans un moment M. Et l'importance d'avoir cette date, c'est que du coup, tu fais un rétro-planning. Donc, à savoir, tu pars de cette date et tu mets en place plein d'actions qui vont t'amener à cette date, mais en partant de la date d'arrivée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment le fait de se donner une date fait que ça nous donne un coup de boost? Parce que moi, je pourrais très bien dire, j'ai envie de vivre au Japon. Allez, je me dis que le 1er avril prochain, je vais vivre au Japon.
Bon, je peux m'être dit ça et puis en fait, non, pas vraiment. Je prends mon téléphone, le 1er avril, je t'envoie une invitation et qui va s'appeler Pénélope déménage au Japon. Ouais. Je te l'envoie. Ouais. Cette date ne peut pas changer. Une fois que tu t'es engagé envers moi, tu ne peux plus changer cette date. Donc, mais cette envers date, toi, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois dans ma vie, là. Envers quelqu'un. Donc, moi, j'ai toujours qu'une date n'a de valeur que si c'est un engagement et que quelqu'un d'autre est au courant de cette date. C'est juste toi avec toi-même. T'auras personne qui sera témoin de ton engagement. Donc, personne qui peut être là et te dire attention, t'as pas réalisé ton rêve. Donc, c'est-à-dire qu'il faut dire à quelqu'un écoute, je veux vivre au Japon le 1er avril. Exactement. Envoie-moi une invitation en me disant allez. Exactement. Ou toi, tu l'envoies. D'accord, je déménage le 1er avril au Japon. Exactement. Une fois que tu t'es engagé, alors plus d'une personne, c'est encore mieux. Donc, envoie l'invitation à tous tes potes. Et à partir de là. Je peux très bien finalement dire ouais, les gars, désolé, je me suis planté, je suis pas parti. Non. Tu auras moins de chance, tu as 75% de chance de réaliser un projet si tu t'es engagé envers des personnes. Donc oui, tu as 25% de chance de ne pas le réaliser, mais 75% de le réaliser. Donc en fait, tu as un peu, toi, le pouvoir magique, puisque tu as compris que c'est la date qui faisait tout, d'en parler, etc. À quel point tu réalises tous tes rêves ? Vraiment ? Ou est-ce que c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés ? Non. Moi, vraiment, je suis une spécialiste de la réalisation de rêves. Et je pense que j'ai un peu... je pense que réaliser des rêves, c'est comme un muscle. Plus tu le fais, plus tu deviens bon et plus ça devient facile. Et en fait, pour moi, la clé, c'est l'audace. Et l'audace étant un muscle, en fait, plus je teste des choses audacieuses qui réussissent ou pas, plus j'ai de facilité à réessayer. Mais alors, c'est quoi l'audace ? Ça veut dire oser, mais tout le monde n'a pas cette capacité d'oser. Tout le monde a une capacité d'oser, mais à des niveaux différents. Par exemple, je dis toujours que l'audace, ça se mesure entre 0 et 10. Tu peux être à 1 ou tu peux être à 9. De naissance. De naissance, on part tous du même niveau. Ok. Mais notre éducation fait qu'entre 0 et 17 ans, on va développer une nature audacieuse. Donc, par exemple, si on a des parents qui nous disent « Vas-y, essaye, saute, tombe, c'est pas grave, t'es tombé, réessaye ». Qu'est-ce qui va se passer ? Tu auras beaucoup plus d'audace que quelqu'un dont les parents vont te dire « Oh, t'es tombé, non mais viens t'asseoir ici, je t'avais dit de pas y aller ». Mais on démarre au même niveau on à la est naissance. Avec le même niveau. On est dans tous les cas avec 10% de nos neurones connectés. Donc 90% de ces neurones, qui vont être construits par la suite, sont grâce à notre environnement. Donc si on a un environnement audacieux, on va développer de l'audace. Si on n'a pas d'environnement audacieux, on ne va pas développer son audace. D'accord. Mais c'est pas grave. Si on a grandi avec des parents qui n'étaient pas très audacieux, à 17 ans, on ne sera pas audacieux. Ok. Mais on peut développer des comportements audacieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut faire comme si on était audacieux. Donc ça demande plus de contrôle et de conscience. Et d'efforts. Mais c'est possible. Mais vu que c'est un muscle, ça devient finalement de plus en plus facile. Moi, par exemple, j'étais pas audacieuse. D'accord, parce que tu avais une famille prudente. Exactement, très prudente. Donc c'était... Et en plus, j'avais des problèmes de santé. Donc encore plus de prudence. Donc moi, à 17 ans, j'étais très timide, j'avais pas trop d'amis, j'étais assez renfermée sur moi-même. Et en fait, j'ai commencé à muscler mon audace, je dirais, autour de 18-20 ans. Comment ? 18 ans. Pourquoi ? Je me rappelle maintenant. Je suis allée à New York pendant 3 mois. Toute seule ? Avec ma grande sœur. Ah. Et on habitait dans un appartement dans le Bronx et fallait que je trouve un taf. Donc j'ai marché dans une rue dans le Bronx et j'ai fait du porte-à-porte en disant je cherche un taf. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui tenait une boutique de vêtements qui me dit vous avez déjà bossé dans une boutique de vêtements ? Et moi, avec beaucoup d'aplomb, oui. Qu'est-ce qui t'a pris là d'un coup de faire preuve d'audace ? J'avais pas le choix. En fait, j'étais dans un endroit où personne me connaît. J'avais rien à perdre. Je pouvais mentir sans que personne se rende compte que je mente en plus. Donc je lui ai dit oui, bien sûr, j'ai déjà travaillé dans une boutique de vêtements. Et il me dit ok, pose ton sac et tu passes la demi-journée avec nous. Si on t'aime bien, on te garde. Et j'ai travaillé 3 mois pour eux. Génial. Génialissime. Et à partir de ce moment-là, New York, il y a une vibe tellement audacieuse qu'en fait, même si t'as pas envie d'être audacieux, ça t'infuse dans tes veines en fait. Et je pense que de voir des gens, je me rappelle, marcher dans la rue, il y a un homme qui est passé devant moi qui m'a dit « New York, he loves you !» Et là, je me suis dit oh, mais c'est génial cette ville. On peut crier dans la rue sans qu'on me prenne pour un fou. Il y a une nana, elle est habillée en rouge, mais de la tête aux pieds. Je me suis dit « Mais c'est génial, tu peux t'habiller comme tu veux en fait. » Dit-elle avec ses cornes. C'est clair, c'est pour ça que j'aime le rouge maintenant. Donc je pense que ça te permet d'avoir cette liberté de passer 3 mois à New York. Et une fois que tu as un peu pris ça, tu rentres chez toi, t'es une nouvelle personne. Et alors comment on fait pour devenir audacieux ? Alors, il y a plusieurs façons de devenir audacieux ou audacieuse. La première, c'est d'avoir des rêves. Parce qu'en fait, si on ne se projette pas, si on n'a nulle part où on a envie d'aller, qui nous sortent de nos zones de confort, de notre zone de confiance, en fait, on n'a pas envie d'être audacieux, on reste dans une zone de confort. Alors attends, je me permets, sans prendre des idées d'ambition, de projets un peu lointains, ça peut très bien être, je rentre dans un restaurant, je m'assois,
je regarde la carte, je trouve qu'en fait c'est trop cher ou ça me plaît pas ou j'ai pas envie de manger ça, je me suis trompée. Bon, il y en a plein qui n'osent pas dire excusez-moi, en fait, je change de restaurant. Voilà, ça, c'est pas besoin d'être ambitieux ou d'avoir des projets pour ça. Non, alors, on va partir de la base. Ok. Donc, comment est-ce qu'on fait pour devenir audacieux ou audacieuse ? L'audace, c'est un muscle. Donc, comme je disais, on peut être soit à 1, à 3 ou à 10 d'audace. Donc, si on est à 1, il faut juste identifier c'est quoi le step qui nous amène au 2. Donc, par exemple, le step 1, c'est je vais au restaurant et j'ose pas dire qu'en fait, la bouteille de vin que je viens de goûter, en fait, elle est pas bonne. Oui. Et je vais quand même prendre la bouteille. Donc, de 1 à 2, c'est de se dire, je vais dire que cette bouteille n'est pas bonne. Pourquoi est-ce que la personne n'ose pas dire que la bouteille n'est pas bonne ? Parce que tu as peur du jugement, tu as peur, que la personne soit en colère contre toi, tu peux avoir peur... en fait, toutes les peurs, c'est des croyances limitantes qu'on nourrit toute notre vie. Donc, soit, par exemple, quand on était jeune, beaucoup de filles ont entendu « sois parfaite ». Tu dois être parfaite, ta robe est plus très blanche, elle était toute blanche quand t'es partie à l'école, faut que tu sois parfaite. Ce sois parfaite fait que tu as peur de l'échec. Parce qu'en fait, tu as peur de ne pas être parfaite. Et cette peur-là, quand tu grandis, elle t'empêche d'oser. Un autre stéréotype qu'on entend souvent, ça va être tais-toi, ne parle pas beaucoup, sois discrète. Donc sois discrète. Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu grandis, t'oses pas prendre ta voix en fait, t'oses pas prendre ta place et utiliser ta voix. Donc au restaurant, tu vas pas oser dire que la bouteille est pas bonne. À ton boss, tu vas pas oser lui dire qu'en fait sa présentation elle est nulle à chier et qu'en fait toi tu pourras en faire une mieux. Ou bien tu vas pas oser négocier ton salaire. Mais c'est marrant, tu parles beaucoup de femmes parce qu'il y a plus de femmes qui n'osent pas que d'hommes. Oui. Il y a plus de femmes qui n'osent pas, il y a plus de femmes qui ont le syndrome de l'imposteur et les hommes ont aussi des peurs. Mais la différence entre les deux, c'est l'égalité des genres. C'est qu'en fait, on vit dans une société qui a été créée par des hommes pour des hommes, ça s'appelle l'androcentrisme. Donc par exemple, quand tu rentres dans une pièce, les femmes vont avoir froid, parce qu'en fait, la température de la climatisation a été calculée sur la température du corps de l'homme. Ou bien, quand tu rentres parce que le corps de l'homme n'a pas la même température que le corps de la femme. Non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est on n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas du tout le même système biologique. Donc en fait, on n'a pas la même température, ok. Ouais, c'est pas 38, 30... Si, mais c'est pas la température où tu es le plus confortable. D'accord. C'est différente entre un homme et une femme. Donc nous, on aura beaucoup plus froid parce qu'en fait, les clims sont à 19, 18. C'est la température d'un homme, de zone de confort d'un homme. Ok. Dans une voiture, il n'y a pas de ceinture de sécurité pour femmes. Il y a une ceinture de sécurité. Où est-ce qu'elle passe, ta ceinture de sécurité ? Entre les deux seins. C'est pas du tout l'endroit parfait pour faire passer une ceinture de sécurité. Imagine, t'es enceinte. Elle passe où ta ceinture ? Sur le ventre. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la façon dont ils ont calculé et créé les voitures, c'est qu'on prend le corps d'un homme et pour une femme, c'est un demi-d'homme. Donc on prend un homme, on divise par deux tous les éléments physiques et on dit que c'est une femme. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sein, il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence qui sont faites entre un corps d'un homme et un corps d'une femme. Alors qu'en fait, ils sont complètement différents. Donc ça, c'est l'androcentrisme. T'en as d'autres, des comme ça ? J'ai tout un livre. T'as écrit un livre ? Non, mais j'ai créé la fresque de l'équité. Donc, lors de la fresque de l'équité, on explique aux entreprises quelles sont ces problématiques et ces mécanismes et ces enjeux qui sont liés à l'égalité femmes-hommes, que ce soit dans la société ou en entreprise. Donc, si on revient à ces femmes qui ont du coup plus de syndrome de l'imposteur, négocient moins leur salaire, le fait que le monde soit créé par des hommes et pour des hommes, même si les hommes n'osent pas, finalement, on les attend où ils vont arriver. Je vais le rephrase. On vit dans une société où on attend qu'un homme soit dirigeant, qu'il fasse de l'argent, etc. On attend d'une femme qu'elle soit chez elle, qu'elle s'occupe des enfants. Donc quand une femme essaie de gagner de l'argent, mais elle n'est pas dans le cadre dans lequel on l'attend. Donc, en plus d'avoir la société qui ne l'attend pas là, elle peut avoir en plus ses peurs qui ont grandi toute sa vie. Tandis que l'homme, certes, il va avoir peut-être des peurs de négocier un petit peu, mais on attend tellement à ce qu'il négocie qu'en fait, sa peur, elle se dissout assez facilement. Donc les deux ont des peurs, mais les peurs des femmes ont un plus grand impact finalement sur elles et sur la société. Est-ce qu'on attend toujours des femmes qu'elles soient à la maison ? Si tu savais, les chiffres sont terrifiants. C'est-à-dire ? Donc le Haut Conseil à l'égalité, donc c'est le ministère de l'égalité femmes-hommes en France qui fait des études chaque année. Et cette année, j'ai plus le chiffre exact. Cette année 2025 ? 2025, je crois que c'était 60% des moins de 35 ans pensent que la place des femmes est à la maison. Et ouais, c'est un chiffre choquant, mais un homme sur quatre pense qu'il doit être violent pour se faire respecter dans la société. Donc en fait, on a une recrudescence du masculinisme, notamment avec les réseaux sociaux où on voit beaucoup d'influenceurs masculinistes. Ça pousse tout un message
qui est vraiment sur, voilà, on est des victimes de la société, les femmes essaient de nous voler notre place. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de femmes qui sont féministes et d'hommes féministes. Donc en fait, il y a une polarisation de la société où les deux extrêmes sont de plus en plus, on les entend de plus en plus. Finalement, ça laisse le choix. Comment ça, un homme sur 4 pense qu'il faut être violent ? Résultat 2024. 24 ou 25 ? 2024 et 25 ont été quasiment sur les mêmes chiffres. Donc, d'accord. Très bien. Attends, on était sur... Donc, t'es au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es au niveau 1, t'oses pas dire ta bouteille est pas bonne, t'oses pas la renvoyer. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, ça se muscle. Donc, faut identifier à chaque fois qu'on essaye, à chaque fois qu'on se dit « Ah mince, j'aurais dû ». Donc, mais c'est trop tard, ça. Oui, mais c'est pas grave. Ça commence là. Première étape, c'est même de se faire une liste. À chaque fois que je me dis « J'aurais dû », qu'est-ce que j'aurais dû faire ? J'aurais dû dire non à cette bouteille. J'aurais dû... j'avais pas envie de faire du sexe avec mon mec. J'aurais dû dire non. J'aurais dû. Donc déjà, de faire cette liste, ça permet de faire un état des lieux et un constat. Oui, madame. Question, sauf que le j'aurais dû dire pour la bouteille, les gens souvent disent « En vrai, je m'en fous ». Mais en vrai, est-ce que tu t'en fous vraiment ? Ou est-ce que c'est juste que c'est plus facile de dire « En vrai, je m'en fous » que d'oser prendre la parole ? Je pense que ces gens-là ne savent pas. S'ils s'en foutent aussi. Ou si... Voilà. Je pense que c'est d'où cet état des lieux. C'est qu'au début, tu te rends compte que oui, c'est peut-être la bouteille, mais tu te rends compte qu'en fait, tu le fais dans tellement d'endroits différents, dans le pro, dans le perso, qu'au bout d'un moment, tu te dis « Ah oui, mais en fait, c'est vrai qu'à force de dire ça, c'est pas grave, j'aurais dû, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, j'ai perdu des potes. Et au final, est-ce que je vis ma vie pleinement ? En fait, non, parce qu'à chaque fois, je me dis non, mais ça, c'est pas grave. » Ok, donc tu te dis « J'aurais dû ». Tu te dis « J'aurais dû », première étape, tu fais ta liste. Et ensuite, à partir de ces j'aurais dû, t'identifies sur lesquels tu as envie d'agir. Et donc, t'identifies sur la semaine prochaine, par exemple, sur lesquels de ces j'aurais dû tu pourrais agir. Donc, par exemple, ça peut être une scène où tu oses dire non. Donc, ton objectif de cette semaine... Peu importe quoi, faut que tu aies dit non. Parce que tu as envie de dire non. Exactement. Parce que tu as vraiment envie de dire non et que d'habitude, tu n'aurais pas osé. Oui. Mais là, tu te mets le challenge... De pas te forcer. Exactement. D'oser dire non. Et tu peux même en parler à tes amis ou à quelqu'un qui t'est proche. Comme ça, au moins, encore une fois, quelqu'un qui est témoin de ton engagement. Et tu passes la semaine à identifier... là, j'ai dit non. Et tu te marques, encore une fois, les fois où tu as réussi à atteindre ton objectif qui était de oser dire non. Et en fait, petit à petit, vu que c'est un muscle, si toutes les semaines, tu identifies une nouvelle chose sur lesquelles tu as envie d'agir, au bout d'un moment, tu identifieras des choses qui sont encore plus grosses, parce que toutes les petites choses, tu auras fait. En fait, les restos, les trucs, ça c'est bon. Maintenant, à chaque fois, je dis non, c'est trop facile. Le steak est mal cuit. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, faut pas que tu deviennes relou non plus, tu vois. Mais oui, c'est bien quand même d'oser dire les choses. Mais au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu es en train de te muscler. C'est comme quand tu vas à la salle de sport. Au début, de faire ta première pompe. Horrible. Mais c'est hyper dur, même les abdos. Non, mais moi, je galère, là, j'essaie de les reprendre au bout de 5 ans. Vraiment, Et au début, t'as l'impression que tu progresses pas vraiment, quoi. Et un jour, putain, t'arrives à en faire 10. Et l'audace, c'est pareil. Au début, tu te dis, oh là là, c'est désagréable. Tu vas te contracter, t'auras mal à la tête, tu vas y penser toute la nuit, etc. Mais au bout de 3 jours, tu vas te dire, en fait, ça va. Et l'audace, c'est un muscle. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas identifier des zones d'amélioration, plus un jour, tu vas taper ta dème, en fait. Le Graal, le Saint Graal, taper sa dème. Bon, pas si tu bosses à la toile. Hein. Ah non, là, s'il te plaît, tu restes. Qu'est-ce que ça procure comme sentiment d'oser ? Au début, c'est très désagréable. Ah ouais. Moi, à chaque fois que j'ose, première sensation, c'est dans le ventre. C'est comment comme ça, quand t'aimes un mec. Toi, aujourd'hui ? Ah ouais, non mais moi... Alors que toi, t'oses facilement ? Non, parce que c'est un muscle. Mais en fait, moi, je suis pas audacieuse de naissance. Donc moi, ça me demande autant d'efforts qu'une autre personne. C'est juste que j'ai tellement l'habitude de faire cet effort que Ça fait partie de toi, mais c'est quand même J'ai plus besoin de les écrire à chaque fois, moi. Mais par contre, je le fais. Mais attends, genre quoi, c'est douloureux, par exemple ? Je me rappelle quand j'ai dit non au programme télé que je fais depuis maintenant 3 ans. Je peux te dire que 2 jours avant, j'ai pas dormi. Le soir même, j'avais mal au ventre. Et le lendemain matin, j'étais pas très bien, quoi. Ah ouais, c'est encore un effort. C'est encore dur. Oui, c'est encore dur. Mais parce qu'aussi, je fais des défis qui sont de plus en plus grands. Oui, bien sûr. Tu y vas quand même. Tu sais qu'il faut dire non, oui. Tu y vas. Voilà, par contre, sujet. Moi, dans ma tête, ça va direct de mais ça, c'est no go. Ok, quelle est la porte de sortie ? Ok, on prend la parole et on y va. Et c'est de plus en plus rapide. D'accord. Mais ça reste quand même douloureux. Ça reste douloureux. Et sauf qu'une fois que c'est fait, donc au début c'est douloureux. Ouais, mais après, j'ai l'impression de voler, quoi. Soulagé, quoi. Ouais, ça te fait trop du bien. Et petit à petit, tu vois les améliorations. Et tu vois à quel point, en fait, c'était le meilleur choix à faire. Et surtout, tu regardes derrière et tu te dis, mais j'aurais dû faire plus tôt. C'est même très, très excitant d'oser. Bien sûr.
Mais c'est génial. Surtout qu'en plus, quand tu connais l'adrénaline qu'il y a après, bah, c'est comme de sauter dans l'avion. J'ai fait un saut en parachute. Au début, je suis allée en mode, bon, bah, trop tard, j'ai dit que j'y allais. Donc, engagement. Quelqu'un était témoin de mon engagement. J'y suis allée. Dans l'avion, je me suis dit, c'est beau quand même dehors. Ils ont ouvert la porte. Un moment de calvaire. Et là, t'avances, les pieds dans le vide, horriblissime, je crois que j'allais mourir. Et là, tu bascules dans le vide, et là, c'est la mort. Et après, bah, tu voles. Et là, c'est trop beau, c'est trop agréable. T'es au-dessus de la dune du Pilat, t'es en plein kiff. Donc vraiment, c'est ça l'audace. C'est au début, tu t'engages, tu te dis, oh, ça va, je suis pas encore. Quand t'arrives devant la porte, t'es là, c'est horrible, tu te jettes, c'est atroce. Et après, tu passes de l'autre côté, et là, c'est le bliss. Il y a un truc avec lequel je suis pas trop d'accord, Fatou. Dis-moi. C'est le côté, t'as mis une date où tu t'es engagé, t'as dit oui, donc tu le fais. Ouais. Moi, pendant des années, je me suis mis des dates, des machins, des trucs, et du coup, je faisais des milliards de choses. Et en fait, au bout d'un moment, c'est aussi se respecter que de savoir dire, en fait, là, je suis dans l'avion, j'avais dit que je le faisais, j'ai très peur, mais en fait, je n'ai plus envie. Et donc ça, c'est aussi important de dire que c'est pas parce que t'as mis une date que t'es obligé. Alors, elle est ténue, la frontière. En fait, si ce qui t'empêche d'y aller, c'est la peur, c'est pas une bonne raison. Si ce qui t'empêche d'y aller, c'est que tu n'as plus envie, c'est une excellente raison. Mais attends, est-ce que t'as pas plus envie parce que t'as peur? Le problème, c'est que tu vas pas te laisser arrêter par tes peurs. La peur ne devrait pas être un frein. Non, mais peut-être que vraiment t'as plus envie, ça te fait plus marrer, t'as peur, mais ça te fait plus marrer. C'est même plus le côté tu vois. Dans ce cas-là, donc, c'est intéressant ce que tu amènes comme point, c'est cette notion de zone de confort et sortir de sa zone de confort. Donc moi, je dis toujours, quand tu sors de ta zone de confort, donc en fait, tu as ta zone de confort au milieu. C'est où tu es hyper à l'aise. Et ensuite, quand tu veux sortir de ta zone de confort, c'est la zone qui est juste à côté. Donc, par exemple, si tu fais un pas sur le côté, c'est que tu es sorti de ta zone de confort. Je dis toujours, ne fais pas un grand écart, en fait, parce que tu vas jamais y arriver. Oui. Donc peut-être que ça, c'était un grand écart pour toi. Et dans ce cas-là, oui. Reviens dans ta zone de confort. Fais d'abord le petit pas qui peut juste être, je sais pas moi, de faire du trampoline. Du trampoline, voilà. Et là, déjà, tu es sorti de ta zone de confort, mais c'était acceptable. Donc oui, faites pas de grand écart pour sortir de votre zone de confort, ça ne marchera pas. Non. Et sinon, ça va surtout vous dégoûter d'oser. Exactement. Et ça, on veut pas. Non, c'est ça le truc. Mais je pense que c'est aussi important de dire que c'est pas grave, c'est se respecter aussi. Oui. D'accepter de se dire non alors qu'on avait dit oui. Oui, tout à fait. Non, mais changer d'avis, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. Oui. On est bien d'accord. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais il faut juste reconnaître pourquoi. Oui. Est-ce que c'est parce que c'était trop grand comme challenge? Et dans ce cas-là, on replie et on en fera un plus petit. Ou bien est-ce que c'est vraiment plus une petite peur de juste au moment de sauter? Et dans ce cas-là, il faut savoir dire, cette petite peur-là, je l'entends. Comme un trac sur scène. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et dans ce cas-là, je l'entends et je le dompte et j'y vais. Ok. Et au bout de combien de temps je peux oser? Si jamais j'osais pas? Au bout du premier jour. Je vais te donner un exemple. Pendant le Covid, j'ai rassemblé un groupe de copines sur un groupe WhatsApp. Et tous les jours, je leur ai lancé un défi. Donc tous les jours, il y avait une activité à faire et il fallait me montrer une photo de toi en train de le faire. Donc jour 1, c'était prendre une douche froide. Donc il y en avait un tiers qui était là, moi je vais prendre tous les jours ma douche froide, donc petite photo avec sa serviette en sortie de salle de sa douche. Et il y en avait 2-3 qui ont dit c'était vraiment au-dessus de leur force, donc ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont juste mis leurs jambes. Et ça c'était superbe. Elles n'ont pas fait le grand écart qui est allumé au froid et rester 3 minutes sous la douche. C'est marrant parce que là, c'est oser par rapport à soi-même. C'est même pas oser exactement. Un truc extérieur à soi. Là. Ça commence par soi, de toute façon. Si tu arrives à te dépasser toi pour toi, tu arriveras plus facilement à te dépasser toi envers les autres. Et donc, parmi les défis, il y avait douche froide, contacter un mentor sur LinkedIn, s'acheter une rose. Des fois, ça peut juste être oser se faire plaisir. Mais pourquoi moi, c'est biaisé cette conversation parce que moi, j'ose assez facilement et assez énormément. T'es déjà à 8? Moi, je crois que... 9 ou 10. Ouais, t'es à non, 11. je suis pas à 10 parce qu'il y a des choses où je suis un peu encore timide. Ok. Mais je suis à 8,5, 9, quoi. Ok. Donc, du coup, mais j'arrive pas bien à comprendre, tu vois. Ça me dépasse tellement. Je trouve ça facile et surtout agréable et que c'est la vie, quoi. Ça ouvre des portes. Mais est-ce que toi, t'es pas audacieuse de naissance? Comment est-ce que t'as non, été mais tu élevée? m'as dit qu'on était tous au même niveau. Non, mais entre tes 0 et tes 17. Non, mais moi, j'ai été élevée avec... t'as pas besoin d'avoir peur, vas-y, fonce, demande ce que tu veux, machin. Oui, toi, c'est inné. Oui, donc, oui. en fait, Oui, c'est sûr, ce qu'on dit, pour toi, c'est plus facile. Parce que Oui, oui. t'as grandi en étant audacieuse. Oui, oui. Donc, ça, c'est pas... C'est ta sûr. zone de confort, elle est, je sais pas, elle est en dehors de cette pièce, quoi. Oui.
Mais tu vois, par exemple, oser s'offrir une rose, je l'aurais même pas mis dans un challenge, moi. Eh bah si. Mais parce qu'il y a pourquoi des femmes qui n'osent pas se faire plaisir. Mais c'est-à-dire Parce qu'elles se disent, bah non, est-ce que ça vaut vraiment le coup De la même façon est-ce que ça vaut vraiment le coup de dire non à cette bouteille de vin. Tu vois, qu'est-ce que ça... Non, mais la bouteille de vin, c'est pas pareil. La bouteille de vin, il y a quelqu'un, t'es gêné, il l'a ouvert, tu dis excusez-moi, c'est la honte, machin. Ouais. Là, la rose, tu donnes 3 euros, on t'offre on t'achète une rose. Non, c'est plus que le geste, c'est vraiment oser se faire plaisir, se dire qu'on mérite d'avoir quelque chose qui est joli, qui nous appartient. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas... pour qui ça, c'est hyper difficile. Et du coup, ça, c'est un défi. Par exemple, il y avait oser sortir en pyjama, acheter un croissant. Ah oui, toi, tu le fais tous les jours. D'ailleurs, tu es présentement en pyjama. Bah bien sûr, tous les jours. Ah oui, il y a des femmes dans Paris. Non, mais ça, c'est encore différent. C'est le regard des autres. Exactement. Mais le en fait, côté... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié toutes les différentes Alors, peurs. c'est quoi les différentes peurs qui existent? Mais la liste, elle est tellement longue et surtout, ça dépend des uns et des autres. Moi, par exemple, j'ose pas conduire en voiture. Tu vas te dire, mais c'est con. Non, mais pardon. Ça, c'est une peur liée à... C'est un truc très spécifique. Mais c'est quoi la peur liée? C'est la peur du regard des autres? La peur de la... C'est quoi? La peur de mal faire. C'est qu'imagine, je dois me garer et que je passe 3 minutes à essayer de garer ma voiture alors qu'il y a il y a des gens derrière qui sont en train de klaxonner. Imagine, je prends la place de l'étoile et que je suis sur la mauvaise file. La peur de faire une erreur. Moi, je suis une perfectionniste. Donc en fait, je veux pas qu'on me voit en train de faire une erreur. Très intéressant. Donc il y a la peur de faire une erreur, il y a la peur de quoi? Du regard des autres. Il y a la peur d'être jugé. De l'inconnu. La peur de l'inconnu. Il y a la peur de pas être écouté, pardon. De pas être entendu. Genre, du coup, j'ose pas prendre la parole en réunion. Exactement. Parce que du coup, c'est la honte si personne ne m'entend ou personne ne prend en compte ce que j'ai envie de dire. Et du coup, tu as aussi la peur, cette honte, elle est liée aussi à plein de types de peurs qu'on a autour de soi. Et il y a la peur de décevoir. La liste des peurs, elle est presque sans fin. En fait, ce qui est dingue, c'est que quand tu dis ça, la liste des peurs, moi aussi j'ai plein de peurs, hein, mais... T'as pas la peur d'échouer? Ou la peur de pas... Tu as des personnes qui ont peur de pas réussir financièrement. Pourquoi? Parce que tous les gens de leur famille ont réussi financièrement. Du coup, toi, t'oses même pas lancer ta boîte parce que tu te dis, non mais attends, tout le monde réussit autour de moi. Si je fais pas des millions, c'est ça. honte. Ouais, non, moi j'ai pas la peur d'échouer. Ouais, je sais pas trop, j'ai peur de 1000 trucs, mais... Et j'ai toujours qu'en fait, la grille entre 0 et 10, elle est différente pour chacun. Quand là, tu me dis la peur de décevoir, la peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur de pas être écouté et tout, je pense que n'importe qui... Soit tu me dis, moi j'ai peur de mal faire. En vrai, moi j'ai un peu peur de mal faire aussi, mais bon. En vrai, tu me dis ça, il fait tout, on s'en branle. Ah oui. Que quelqu'un te regarde mal faire ton créneau. Mais même. Non mais moi c'est horrible cette sensation. Oui, mais t'es d'accord, si moi je te dis attends, j'ai peur de mal faire mon créneau, est-ce que si t'es à côté de moi dans la voiture, très intéressant. Ouais. On est toutes les deux à avoir la peur de mal faire. Ok. Mais c'est moi qui conduis. Ok. T'es assise à côté. Je fais trop mal mon créneau. Ouais. Et y a un gars qui fait alors les gonzesses, on sait pas conduire. T'as honte? T'es mal? Ah non, moi je sors de la voiture, je vais voir le mec et je lui dis tu te prends pour qui? Voilà. Mais si t'étais à ma place... Mais parce que c'est pour toi. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais c'est ça. Mais donc c'est pourquoi, vraiment interne. Quelle est la différence? C'est que c'est une croyance qui est interne à moi. En fait, pour toi, je serais en mode sisterhood. Oui. Donc t'es ma pote, moi je te sauve. Mais par contre, pour moi, ça sera vraiment... c'est presque incontrôlable en fait, ces peurs. C'est que tu le ressens, mais même si intellectuellement t'as compris que c'était bête, mais physiquement, c'est ton corps qui te dit cette peur-là existe. Et en fait, ces peurs, c'est ton meilleur ami. Ça veut dire que c'est des zones d'amélioration. Donc en fait, quand on a des peurs, au final, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut juste dire que c'est sur ça qu'il faut qu'on concentre notre énergie pour s'améliorer. Sauf qu'on a 1000 peurs. Bah oui, mais du coup, ça fait juste beaucoup de travail. Mais heureusement, on a beaucoup d'années devant nous. Mais tout le monde a 1000 peurs? Ou est-ce que tu penses est-ce que plus on vieillit, plus on a des peurs? Parce qu'en fait, t'as des personnes qui sont âgées. Il n'y en a pas d'autres qui arrivent? Bah si, je pense qu'il y en a des nouvelles qui arrivent. Après, je suis pas assez vieille pour pouvoir t'en parler, mais quand même. T'es pas toute jeune. On se le dise. Moi, je trouve que vu que j'ai continué de muscler mon audace, j'en ai de moins en moins des peurs, ou en tout cas, quand j'en ai, j'ai de plus en plus de facilité à les surmonter. Vas-y, t'as quoi d'autre comme peur? Mes peurs, clairement peur de mal faire, ça c'est vraiment la perfection, c'est un de mes plus gros défauts. Et je le vois bien, hein, même quand je fais des présentations. En fait, quand on va me dire Fatou, fais ça bien, je vais passer des heures dessus pour que ce soit nickel quand ça sort, quoi. Et je déteste quand il y a une virgule qui est mal placée, etc. Et si c'est mal fait, on te dit à la fin, écoute, c'était bien, mais je suis un peu... Ah, c'est horrible pour moi. Ça te rend malade. Ah ouais, malheureuse. Ah ouais, vraiment, je peux ne pas endormir la nuit. Quand je fais une conférence et qu'à la fin, le client, ça m'arrive très rarement, voire ça peut-être même jamais arrivé, à la marge,
C'est horrible. Je me refais toute la scène, toute la nuit dans mon lit. Ou même le sans que t'aies mal fait ton lendemain. travail, mais qu'il est déçu, ça s'attendait pas à ça. Ouais, C'est ça. c'est ça. Ça peut être ça. Et en fait, je le prends directement pour moi. Alors qu'en fait, il faut juste que j'arrive à me détacher Bien sûr. et me dire que ça ne m'appartient pas. Bien en fait. sûr. Moi, j'ai fait du meilleur que je pouvais. Et surtout, j'ai souvent délivré quelque chose qui était de qualité. Et qu'après que ça ne matche pas avec ses attentes, la Exactement. problématique, c'est juste que le cadre était mal posé. Oui. Pas que ma prestation était mauvaise. Oui. D'accord, donc quoi d'autre? T'as peur de... T'as pas peur du jugement? T'as pas peur de... Si, je pense que j'ai toujours un minimum de peur du jugement. Peur de Par t'engager? exemple, si c'est drôle, par exemple sur ma page Instagram, j'ose pas poster des photos qui sont pas cool, stylées. Alors, qu'est-ce que la définition de cool et stylé? Bah c'est nul en fait, c'est où je sais pas, je serais mal habillée ou ma jupe elle est froissée ou Mais j'ai là, un c'est parce truc que t'as entre un les vrai dents. sujet... Non, mais t'as un vrai sujet sur la mode, c'est alors que... Non, faut mais savoir je pense que quand j'ai même un que... sujet sur la vulnérabilité. Ah, C'est que j'ai intéressant. beaucoup de mal à être vulnérable. En fait, j'admire les personnes qui sur Instagram osent être elles-mêmes à 100%, montrer leurs défauts, leurs bourrelets et tout quoi. Moi, j'adorerais pouvoir le faire, mais je pense que vraiment, j'ose pas être vulnérable. Ça, c'est sur ma liste de things to Alors work on. que Quoi. c'est génial d'être vulnérable. Ah ouais, peut-être t'es très forte pour ça, mais moi, tu vois, sur entre 0 et 10, ça, c'est ce qui me fait descendre à 6, tu vois. Et alors d'ailleurs, quand même très intéressant, aparté, mais il n'y a pas un jour où tu t'habilles pareil. Ah bah non. Non, donc tu as 365 tenues différentes. Ah, en mixant mes vêtements, facile. Inclus chaussures. Et toi, Mathieu, tu as combien de tenues? Deux. Voilà. Fatou est ça choqué. Fatou est choqué. comprends pas. Fatou, regarde Mathieu. 2 par jour. Non, en vrai, t'as combien de tenues différentes? Genre, t'as combien de jeans? Bah non, mais c'est ça, mais en fait, moi je suis tout le temps habillé pareil. Oui, mais t'as peut-être pas qu'un seul jean, si? Ah bah non. Mais t'en as combien? 5? Non. Oui, je dois avoir. Oui, à peu près. J'ai une vingtaine de t-shirts blancs. Ouais. Après, tu vois. Mais c'est toujours En fait, je suis en train d'imaginer son armoire, genre, il l'ouvre. Il y a que du blanc. Déjà, et j'allais des- dire 2 mains. Non, une main. Tiroir. Tiroir. Non, mais après, tu vois. Des vestes. Des chemises. 5 pulls, 20 t-shirts et 5 jeans, quoi. Et 3 vestes. Quelques vestes. Oui, voilà. Mais donc, en Mais gros, c'est tu facile, t'as du coup. Et t'as pas peur que les gens se disent, ah, il est habillé comme hier. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, ma Fatou? Putain. Les gens, ils me rappellent pas. Donc, Ah, tu vois, intéressant. Mais oui, people will stare, make it worse than while. Donc les gens En me français regardent. Français pour notre audience Oui, pardon. française. Les gens vont te regarder avec beaucoup de stare. Comment on dit Ouais, ça en ouais, français insistance. Ah oui, les gens vont te regarder avec beaucoup d'insistance, donc fais en sorte que ça vale le coup. Et en fait, D'accord. c'est une phrase, je crois, de Chanel, Ouais. de Coco Chanel. Et en fait, c'est vrai que les gens passent leur vie à me regarder. Et c'est intéressant ce que Comment tu dis. ça parce passe que leur vie à te regarder? moi, je marche dans la rue, il y a une personne sur 2 qui me regarde. Qui te regarde d'ailleurs de haut en bas? Non, ou qui va juste me regarder un peu fixement, des fois de haut en bas, regarder ma tenue, mes cheveux. Donc ça, c'est régulier. Et c'est D'accord. pas moi qui m'en rends compte, c'est les gens avec qui je marche qui Ok. tout le temps me disent « Mais Fatou, c'est incroyable, je sais pas si tu te rends compte, mais les Après, gens t'es carrément se grande. retournent, en fait. » T'es grande, t'as du charisme, tu vois. Oui, mais du Ça coup, joue. make it worth the while. Il faut vraiment que je fasse en sorte aussi que ça vaille le coup de me regarder, tu vois. Donc c'est C'est vrai pour que ça du coup, je fais un effort. C'est vrai. Je me dis, quitte à ce qu'ils me regardent, autant en faire un show, quoi. Donc c'est un côté... Mais donc, toi, ça te dérange d'être en pyjama à la boulangerie? Un peu quand même. Je peux le faire, parce que du coup, audace. Je peux si on te met un challenge, mais Ouais, voilà, c'est ça. Mais dans la vraie vie, jamais. J'éviterais. Jamais. Genre, J'éviterais. Mais du coup, c'est quoi ta tenue la plus dégueu? Dégueu, ça va être un ensemble lounge, tu sais, jogging et pull. Combiné, bien sûr. Même couleur, ça y est. Ouais. Ça, c'est le plus dégueu, ça. Ouais. Et quand tu dors, Ah, j'ai un pyjama trop stylé de chez Monoprix en velours, un pyjama d'homme. et t'en as qu'un? J'ai le même 2 fois. Ah, j'ai le même 2 fois. Oh là. Et tu alternes. Et j'alterne. Et après, j'en ai pour l'été qui sont différents de l'hiver. D'accord. Et donc, en termes de taille de dressing? Tout réfléchi. Alors, je vais avoir 3 armoires en bas et un mur entier en haut. Donc, t'as une pièce entière, quoi. Ouais, c'est ça l'équivalent d'une pièce entière. Facile. Et est-ce qu'il y a encore des affaires qui sont avec des étiquettes? Non. Donc, tu mets tout ce que t'achètes? Ah oui. Ah oui, parce que t'es pas très fast fashion, toi. Non. T'es Et très j'aime- vintage. Je suis très, très vintage. Et j'ai des pièces qui ont 10 ans. Et en fait, j'aime bien avoir des pièces uniques que je vais mettre peut-être une fois par an, même des fois, une fois tous les 2 ans. Mais par contre, quand je la mets, c'est un statement, quoi. Et donc là, par exemple, tu peux nous décrire comment t'es habillée? Alors, cette veste vintage du Japon, dans un matériel, c'est un lin trop beau. Petit jean Cézanne,
bandana vintage, bien sûr. Bandana classique rouge, là, comme on avait à l'époque des C'est années ça, comme on 90. avait à l'époque. Qui vont avec mes Converse Ben Simon rouges. Yeah. Tes Converse Ben Simon, c'est-à-dire Ouais, Ben Simon a sorti Attends, lève ça. une Lève, copie. montre le pied, là. Face là. C'est des Ben Simon, c'est pas des. C'est des Converse Ben Simon. Ouais. Ils ont fait une collab. Non, c'est eux qui ont copié. Ok, les d'accord. Converse. D'accord. Et un j'aime t-shirt bien noir. parce qu'ils font du 43 chez Ben Simon. Donc Toi, tu fais du j'aime bien. 43. Ouais. Ok. T'as du mal à trouver des vêtements. Ah bah en France, c'est un calvaire. La plupart de mes chaussures viennent d'Australie. D'accord. Ok, donc t'es une fan de vêtements et c'est aussi sans doute pour ça que tu t'habilles parce qu'on te regarde. Exactement. Et parce que j'aime ça aussi. Très bien. D'ailleurs. Et je veux pas qu'on me regarde en me jugeant négativement. Et ça, je pense que ça fait partie aussi du fait d'être noir. Parce que quand t'es noir, bah t'es jugé. Le premier préjugé est négatif. Donc, pour pas avoir ce préjugé négatif, je compense, voire j'overcompense en étant très stylé. Et comme ça, tout de suite, bah tu me regardes et tu peux pas me juger négativement. Donc peut-être aussi c'est un, comment on appelle ça, un compensation, tu vois, un truc de compensation quoi. C'est quoi l'appropriation culturelle? Qu'est-ce que c'est que l'appropriation culturelle? C'est un grand sujet. Ouais. Mais on va le résumer très facilement. Oui. C'est de voler des éléments culturels qui ne sont pas ceux de notre culture et de les utiliser pour se faire de l'argent. Alors, est-ce qu'on pourrait illustrer ça par la campagne de pub de je ne sais plus quelle marque qui a fait un truc au Brésil? Non, mais je peux t'illustrer ça avec un exemple. Ok. Donc, par exemple, je suis une marque de mode Ouais. et je veux faire toute une campagne sur le Ghana. Ok. Et donc, en fait... C'est-à-dire une campagne sur le Ghana. Je décide d'avoir tout un thème De fringues de fringues ou de campagne de pub? inspiré. Non, une campagne... Vraiment, je veux concevoir des vêtements basés sur un textile qui s'appelle le kente. Ok. Et donc, le kente est un tissu qui est originaire du Ghana. Ok. Et sauf qu'en fait, moi, je connais pas le kente, je connais pas le Ghana. J'ai juste vu une photo un jour et ça m'a inspiré pour créer un design d'une robe. Toi, designeuse. Moi, je suis designer d'une marque de vêtements. Ok. Et je design cette robe avec ce motif qui est trop beau, il est coloré, etc. Tu l'as trouvé où ce... Dans un livre. Non, mais ce matériau, marché Non, j'ai Saint-Pierre. pris une photo. Non, j'ai trouvé une photo et je l'ai refait. Donc j'ai trouvé une photo Mais dans à un partir livre. de quelle matière? Tu l'as acheté où ton tissu? Ah, mais ça, c'est mes équipes qui ont géré ça. Moi, je leur ai envoyé un dessin. Et Mais au Ghana? Non, pas du tout. Et ils l'ont trouvé en France? Oui, ou dans le pays où je produis. D'accord. Mais c'est pas le sujet. C'est juste Ok. qu'en fait, je me suis inspirée d'une image que j'ai vue Ouais. pour créer un motif que j'ai fait faire sur une robe Ouais. et j'ai commercialisé cette robe. Et je me suis dit, tiens, je vais aller shooter en Turquie parce que cette robe, elle a un peu une vibe estivale et je trouve que ça irait très bien avec la mosquée, tu sais, qui est la mosquée bleue. Mhm. En termes de thème, ça irait super bien. Donc je vais aller filmer et tourner devant la mosquée bleue. Super. Superbe. Et donc là, je sors ma campagne et Une énorme campagne qui fiasco. s'appelle Kente. Non, Ah. non, qui s'appelle Sous le soleil. Sous Exactement. le soleil. Ok. Et là, énorme backlash. Donc pourquoi j'ai droit à un backlash? C'est parce que j'ai fait 2 appropriations culturelles. La première, c'est que je suis allée utiliser un motif qui appartient à un pays, le Ghana, et je suis allée filmer, tourner dans un pays qui s'appelle la Turquie pour son soleil et pour sa belle mosquée. Et dans ma campagne, je n'ai ni parlé du Ghana et du Kente, ni de la Turquie, de sa mosquée et de ce que ça veut dire. J'ai pas reversé d'argent à aucun de ces 2 pays. Je suis allée prendre des mannequins blondes pour aller tourner en Turquie. J'avais personne de mon équipe qui représente ces pays-là. J'ai fait 0 recherche sur ces pays, leurs histoires, etc. Et donc, en fait, moi, mes équipes, elles se disent « Mais non, mais je me suis juste inspirée, moi, c'était juste dans un livre. » Et ben non, en fait, c'est pas de l'inspiration, ça s'appelle de l'appropriation culturelle. En fait, c'est interdit de copier des motifs qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à une autre culture, ou bien d'utiliser leur décor, leur mosquée, pour faire de l'argent, en fait. Parce qu'en fait, la culture, c'est quoi? De toute façon, c'est la première question que tu aurais dû me poser. C'est qu'est-ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que c'est qu'un quoi, la élément culture culturel? Bah, si je te demande de décrire la France et de décrire les éléments culturels de la France, tu vas me dire quoi? Le drapeau, le béret, la baguette. Ok, what else? J'ai honte. La mode. La Marianne. Ah non, ouais. La mode. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Notre architecture haussmannienne, Oui. nos savoir-faire traditionnels, Voilà. les sucettes de je sais pas quelle ville, Limoges, la Et- porcelaine, tout ça, Ouais. ça fait partie du patrimoine culturel de la France. Les nappes Vichy. Les nappes Vichy, Ouais. exactement. Donc ça fait partie du patrimoine culturel de la France. Donc ça appartient à la France. D'accord. Le kente,
ça fait partie du patrimoine culturel du Ghana. Et encore mieux, ça fait partie du patrimoine préservé par l'UNESCO pour le Ghana. Ok. Donc, ils ont vraiment déposé ce motif. Donc, tu ne peux pas utiliser ce patrimoine sans avoir un vrai échange culturel avec ce pays. T'aurais dû faire quoi? T'aurais dû, Appeler étudier le motif que tu as envie d'utiliser, l'étudier, c'est-à-dire? savoir d'où il vient. Donc, Ok, aujourd'hui, on a de la chance. je sais, il vient du Ghana. Exactement. Ensuite, tu vas contacter quelqu'un qui travaille dans la mode au Ghana pour comprendre mieux c'est quoi la signification de ce motif. Si ça se trouve, il veut dire fertilité. Si ça se trouve, il veut dire feu. Mais tu sais pas en fait, toi, d'ici. Par contre, si tu contactes quelqu'un qui est au Ghana, il va t'expliquer exactement la profondeur du motif. Et donc, toi, ça te permet également de monter en compétence et de rajouter une profondeur à ton design. Et que c'est pas juste une robe avec ce motif, c'est une robe qui représente la chaleur, nanana. Tu peux raconter une encore plus belle Bon, histoire. ça, c'est ton côté marketing. Ça, c'est côté marketing, mais qui est relié à une histoire qui est réelle, basée sur des faits réels au Ghana. Ensuite, faut que tu aies un échange de valeurs financières également. Donc, déjà, si tu arrives à engager des personnes de ces pays-là dans tes mannequins, si tu arrives à en avoir également dans tes équipes de coiffure, maquillage, et ça peut également être faire ton shooting directement au Ghana avec des équipes locales de production locale qui vont shooter, avoir des mannequins locaux également, ou même mixer du coup tes mannequins avec des mannequins locaux, et Oui, mais avoir je une trouve- vraie histoire qui s'écrit derrière. Oui, mais je trouve que le paysage pour ma campagne, c'est quand même mieux la Turquie que le Ghana. Bah, le problème, c'est que c'est plus beau, mais c'est de l'appropriation culturelle. Donc oui, c'est plus beau, mais en fait, tu peux pas utiliser juste l'aspect esthétique. Donc, tu es en train de D'une dire culture. qu'une marque américaine ou une marque ghanéenne ne peut pas lancer des t-shirts avec le motif Vichy. Et ben la différence qu'il y a entre ces deux histoires, c'est que dans la première, il y a une culture qui est dite dominée. Donc, à savoir, le Ghana est un pays qui a été quand même sous esclavage pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, les personnes noires et les personnes ghanéennes ont un passeport qui leur permet d'aller dans quasiment aucun pays. Ils sont victimes de racisme. Donc, aujourd'hui, ils ont encore cette notion d'être dominés par la société. Tandis que la culture américaine ou la culture française, je crois qu'on était plutôt de l'autre côté, non? Donc, cette appropriation culturelle, elle ne fonctionne que dans un sens. Exactement. Elle ne fonctionne que quand la personne ou la culture qui est utilisée est une culture qui est dite dominée. Ok. Par rapport à la Pardon, culture mais dominante. pourquoi? Bah parce Je qu'en pourrais fait, très bien dire, moi, président de la France, bah non, vous ne piquez pas nos motifs Vichy. tu peux, mais en fait, ce motif Vichy, il est positif. Donc en fait, la France et tous nos éléments français sont vus de façon extrêmement positive. La baguette, c'est si romantique. Emily in Paris, je pense que ça a apporté plus de tourisme que tout ce que tu aurais pu faire en termes de marketing. Donc tout ce qui est vu par la France, vu qu'on a une culture qui est dominante et en plus qui est vue de façon luxueuse, etc., Sexy, hein. sexy, en fait, c'est difficile de faire. Même les visiteurs, ça a l'air cool en fait. Par contre, de l'autre côté, quand tu vas en Inde et que tu apprends que le yoga a été interdit en Inde pendant de nombreuses années, que tu vas en Indonésie et que tu apprends que le batik, qui est donc leur textile indigène, c'est ce qui a permis aux Pays-Bas d'être si riches, parce qu'en fait, ils ont commercialisé le batik. Donc en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours une culture, un pays qui a été au final la victime et à qui on a volé ses ressources. Et en fait, de continuer de voler aujourd'hui ces motifs, ces designs et ces photos de leurs beaux monuments, bah en fait, ça continue d'être du vol, ça continue d'être. En fait, on continue de répéter l'histoire. En fait, on est des nouveaux colons. Intéressant. Et quelle est la définition d'un pays dominé? Bah, je pense que ça n'a pas besoin d'être défini. Hein. Bah non, mais par exemple, l'Inde, en termes de nombre de nombre d'habitants, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Tu sais, j'ai habité à Singapour. Quand j'ai cherché un appart, on m'a dit no curry, no dogs. Ça veut dire pas de curry, pas de chien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voulaient pas d'Indiens. Donc c'est pour te dire qu'en fait, dans la société aujourd'hui actuelle dans laquelle on vit, l'Inde reste un pays dominé et les Indiens restent malheureusement une culture qui est dominée. Aujourd'hui, le yoga, c'est un des sports qui est le plus fait, un sport qui est le plus fait dans le monde entier. Alors qu'à la base, c'est quand même une pratique. Oui, mais à la base, c'est quand même une pratique spirituelle profonde qui date d'il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, tu vois pas une photo sans avoir une femme blonde qui fait un taille 32, qui fait sa pose de yoga, qui appelle ça le chien tête en bas et qui connaît même pas le nom en sanskrit. Donc le yoga, C'est une c'est... des plus grosses appropriations culturelles au monde. Et qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Moi, je ne fais que des cours de yoga où la personne est vraiment allée en Inde se former et qu'elle dit les poses en sanskrit. Et alors, comment on dit chien tête en bas en sanskrit? Bah, je suis pas très bonne par contre en sanskrit. Je crois que t'étais bonne en langue. Ouais, mais là, tu m'as demandé une... D'accord, et donc toi, tu t'appliques ça. Oui, au maximum. J'essaye en tout cas. Mais t'es d'accord pour dire que c'est pas évident?
Ce n'est pas évident. Et on vit dans une culture, la culture française, où notre motto, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on efface toutes les différences. Donc en fait, on efface les pauvres, les riches, ceux qui sont dominants, ceux qui sont dominés, tout le monde est pareil. En fait, c'est pas vrai, c'est un mythe. C'est une utopie. Non, on n'est pas tous pareils. En fait, il y a des personnes qui aujourd'hui, quand elles envoient un CV, on va leur dire ton nom de famille, ça passe pas. Moi, j'ai demandé un prêt à la banque quand j'avais 22 ans pour aller en école de commerce. Le banquier m'a dit, avec ton nom de famille, je suis pas sûre que tu trouveras un prêt. Hein. Donc oui, aujourd'hui tu es propriétaire. Et aujourd'hui, je suis propriétaire. Mais bon, ça m'a pris 35 ans. Ouais. C'est ça. Mais oui, on vit quand même dans une société où on n'est pas tous égaux. Et donc, du coup, pour moi, c'est important cette notion d'équité. Et cette notion d'équité, qui est différente de la notion d'égalité. Égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. Équité, c'est avoir un traitement différencié en fonction des circonstances des gens. Cette équité, ça permet en fait de travailler toutes ces inégalités qui sont dans la société et de pouvoir créer des solutions réelles pour enfin atteindre peut-être une égalité. Donc avoir une vraie égalité d'opportunités ou une égalité des chances. Et donc, tu as créé la fresque de l'équité. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps que les femmes elles gagnent le même salaire qu'un homme pour le même boulot. Il est temps que les papas s'occupent enfin autant de leurs enfants que les mamans. Donc congé paternité, congé maternité, voilà, que les deux soient pris. Il est temps qu'on ait des femmes PDG dans le CAC 40 en France. C'est pas mal. Hein. Il y en a 2, non, je crois. En 0. Il y a 0-0. On a 4 DG et on a 0 PDG au sein du CAC 40. Donc ouais, on a encore un peu de boulot là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette fresque. Et donc cette fresque, elle consiste en quoi? C'est un atelier qui dure 2h30 et qui permet de sensibiliser les collaborateurs, collaboratrices d'une entreprise sur un format 15 personnes autour d'une table, des cartes et une pédagogie basée sur comprendre les conséquences et ensuite remonter jusqu'aux causes. Et donc vraiment comprendre tous les mécanismes qui créent ces inégalités. Quel est le lien entre culture et médias et pornographie? Et aujourd'hui, montée du masculinisme. Quel est le lien entre plafond de verre et syndrome de l'imposteur? Donc vraiment comprendre tous les mécanismes derrière les inégalités femmes-hommes pour ensuite identifier où est-ce qu'on agit. Donc il y a 1 heure qui est dédiée à l'action dans le workshop. Trop intéressant. Et est-ce que c'est breveté ça? C'est breveté, c'est déposé à l'INPI. Donc tu as la fresque du climat de Jean Covici. Exactement. Et tu as la fresque de l'équité de Fatou. Exactement. Waouh. Est-ce que tu vas en développer d'autres, des fresques? J'aimerais bien développer d'autres ateliers sur des formats différents. Et donc là, c'est en création. Je dis rien de plus, mais en tout cas, on a nos 60 animateurs, animatrices à travers la France qui déploient cette fresque-là et je pense qu'ils seront ravis aussi de déployer les autres ateliers. Peut-être sur une autre thématique, peut-être le handicap, qui est vraiment aussi un sujet qui, moi, me tient à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai des prothèses de hanche depuis que j'ai 13 ans. D'accord. Et du coup, à 13 ans, j'ai vécu le fauteuil roulant, ensuite les béquilles, le fait d'avoir des douleurs, etc. Et de voir comment en fait c'est handicapant et que du coup dans la société, comment c'est pas du tout pris en compte. Je suis allée récemment au Japon et au Japon, sur les routes, il y a des traits qui sont faits en caoutchouc sur le sol, à même le sol, pour pouvoir guider le bâton des personnes qui sont non-voyantes. Dans toute la ville, partout. En France, on a le petit truc au moment de traverser, la petite musique qu'on entend et qui est nouvelle. Hein. Alors que là-bas, voilà, c'est partout. Donc je pense que c'est plein de petites choses. Je pense qu'on peut améliorer liberté, égalité, fraternité. Encore une fois, non, on n'est pas égaux si on voit ou si on ne voit pas, quoi. Fatou présidente, quoi. À quand Fatou dans la politique? Écoute, j'avais une proposition pour me... Non. Pour potentiellement me présenter comme députée. D'accord. Que j'avais refusé. Je crois que c'était trop tôt, donc who knows. D'accord, donc pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Appel à tous. Fatou est prête à se lancer en politique. Je sais pas si je suis prête, en tout cas. Mais tu serais ouverte à la proposition? Ouais, j'y réfléchirais. Ok. Et donc tes sujets, Fatou, toi, t'es bonne pour motiver, aider les gens à oser, les accompagner sur essayer de comprendre comment on fait un monde meilleur? En fait, c'est ça, non? En fait, c'est ça. Et hommes et femmes, on me dit souvent, tu bosses beaucoup avec les femmes. Oui, parce qu'au final, c'est un sujet d'équité. Elles sont dominées dans la société, donc il est temps qu'on rééquilibre un peu les choses. Mais je pense que le changement, il viendra aussi des hommes. Et si les hommes sont plus à l'aise avec leur féminité, si les hommes sont plus à l'aise avec leur peur, parce qu'au final, on parle de peur et de femmes, mais au final, la peur des hommes fait que ils vont être plus violents derrière un volant, ils vont moins oser dire leurs émotions, alors qu'en fait, on a tous des émotions. Et je pense que si les hommes osent être plus eux-mêmes, et vraiment ce qu'ils ressentent, pareil, faites votre liste, les hommes, de quand est-ce que je m'empêche de faire quelque chose parce que la société me dit que. Il y a une carte qu'on a dans la fresque de l'équité qui est une carte anxiété masculine.
En fait, c'est le sentiment de dépression ou de pression, en tout cas, que ressentent les hommes à devoir se conformer au cadre masculin qui est attendu d'eux. Donc, quand on est enfant, un garçon qui met une jupe, ça va être tellement vu négativement, plus qu'une fille qui met un pantalon ou des chaussures de foot. Et en fait, cette pression crée une vraie anxiété chez les hommes qui fait que quand ils sont en groupe, ils vont moins oser remettre en question l'un qui fait une blague sexiste ou l'autre qui fait une blague raciste à cause de cette anxiété masculine. Donc je pense que si on travaille plus avec les hommes pour qu'ils osent aller voir une psy quand ils en ont besoin, parler de leur santé mentale, je pense que tout le monde ira beaucoup mieux. Est-ce que tu penses que les hommes ont autant de peur que les femmes ? Oui, je pense. Je pense qu'ils ont autant de peur et ils ont peut-être plus de pression. En fait, les femmes ont moins de pression. Voilà, ils se mettent plus de pression. Et les femmes, c'est plus la société qui va les envelopper dans ce cocon maternel et dans le care, alors qu'en fait, c'est des badass. Tu veux des enfants ? Non. Pourquoi ? Vraiment, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas spécialement une attirance envers le fait d'avoir des enfants. T'as pas envie de transmettre tout ce que tu connais, tout ce que tu sais là ? T'as pas envie de le transmettre à tes enfants ? Je le fais déjà, regarde, je suis sur ton podcast. D'ailleurs, je suis un peu une enfant, moi. C'est ça. J'ai mon asso, j'ai mes programmes, j'ai mes projets, j'ai mon livre qui arrive bientôt aussi. Comment il s'appelle ton livre ? Je ne sais pas encore. Ah d'accord, c'est surprise. C'est surprise. Mais oui, moi je pense que la transmission, ça peut se faire par plein de formats médias différents. Et certains le font par des enfants et c'est tout à leur honneur. Et pour moi, je pense que ce ne sera pas trop ce chemin-là. Mais bon, who knows, hein. Who knows. Un enfant est vite arrivé. Hein. La vie est pleine de surprises. Trop vite arrivé. Trop vite, hein. Mathieu, est-ce que tu as des peurs ? Alors, oui, je pense. Oui, j'espère. J'attendais pas que tu me dises non. Quel genre ? Est-ce que tu as de l'anxiété masculine ? Moi, par exemple, je pourrais pas mettre une photo sur Instagram si je vois qu'il y a un pli sur le maillot de bain qui fait que c'est pas beau. Pourtant, t'es toujours habillé pareil. C'est vrai ? C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. Ah, je suis étonnée. Vu ton t-shirt. J'ai téléchargé une appli de retouche. Mais non. J'avais une photo et en fait ma chemise, j'étais assis et ça faisait une espèce de truc, on voyait mon nombril à travers, enfin machin. Donc j'avais retouché pour pas qu'on voit. Ah, c'est intéressant. Parce que t'as besoin d'être parfait. J'ai pas besoin d'être parfait, mais j'ai peur que. Je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait d'être libéré sur les réseaux. Parce qu'en fait, j'aurais peur qu'on se moque de moi. Ouais, c'est ça. Genre, on voit ton nombril. Oui, peut-être parce que quand j'étais plus jeune, on s'est beaucoup moqué de moi. Alors, aujourd'hui, que je peux le contrôler, fuck it, tu vois. Ouais. Voilà. Ça fait partie des peurs. Et puis, est-ce qu'il y a des nouvelles peurs qui arrivent ? Je pense que quand tu deviens parent, t'as une tonne de nouvelles peurs qui arrivent, tu vois. Et quand tu vieillis aussi, moi j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai peur. D'ailleurs, peur de quoi ? Tu vois, comme on a de l'expérience et comme on a vécu plein de trucs, plus que quand on est enfant, on connaît tout ce qui pourrait arriver. Oui, mais du coup, dans mes conseils, il y a oser avoir un regard naïf. En fait, il faut oser re-regarder les choses comme on les regardait à 20 ans, sans avoir... C'est pas possible, on n'a pas la même agilité du corps, on n'a pas les mêmes... C'est possible. Ça se travaille, mais c'est possible. Tu vois, par exemple, exemple con, sauter dans de l'eau, là. Sauter dans une piscine ? Non, plutôt dans la mer, en mode torrent, tu vois. Enfin, faut sauter, je sais pas comment on dit, sauter d'un rocher. D'un rocher. Ouais, t'es sur un rocher, faut sauter, il y a 2 mètres de haut. Bon. Ouais. Alors, 2 mètres de haut, c'est pas beaucoup, je sais pas. Bref, sauter. Ouais. Quand t'es enfant, t'es là, ouais. Quand t'es adulte, t'es là. Attends, parce que potentiellement, il se peut qu'il y ait un rocher en dessous qu'on ne voit pas. Ouais. Tu vois, d'un coup, t'as toutes les hypothèses possibles et imaginables, en fait. C'est vrai. Mais du coup, c'est à toi d'avoir assez de contrôle et te dire, ok, dont t'as peur. Donc la peur, c'est celle-ci. Oui. Est-ce que concrètement, tous ces éléments dont tu parles peuvent arriver ? Oui, il peut y avoir un énorme caillou qu'on ne voit pas sous l'eau. N'y va pas. Hein. Non mais attends, on va pas non plus mourir bêtement. Tout comme je marche sur le trottoir, je traverse pas. Oui, il peut y avoir un bus. Oui, me traverse pas. Non mais il y a une différence entre audace et stupidité. Hein. Non mais ou par exemple, ok, alors non mais reprenons sur... Pour moi l'audace, c'est quand même d'avoir dans mon cas en tout cas, c'est vraiment de minimiser aussi les risques. Enfin, en fait, d'être conscient du risque que tu es prêt à mettre à disposition. Par exemple, quand je quitte un taf, j'ai quand même mis 15 000 € de côté ou 50 000 € de côté. Je vais pas quitter en mode YOLO. Oui, j'ai plus d'argent sur mon compte. Non, ça s'appelle de la stupidité. Donc encore une fois, différence entre audace et stupidité. Non mais par exemple, t'es sur ton rocher. Ouais. Ok, tu te dis, bon, y a l'enfant de devant vient de sauter, il n'y a pas de pierre, voilà. Vas-y alors. Vas-y alors. Sauf que, toi, tu te dis, mais peut-être que moi,
Je suis plus lourde que cet enfant de 8 ans, hein, de base. Donc, je vais peut-être pas sauter aussi loin que lui. Okay. Et je risque de me râper le dos le long du rocher. Ah ouais, mais tu te poses beaucoup trop de questions. Bah, je me pose des questions liées à ma peur. Bah oui. Non, mais moi, je pense que dans ce cas-là, tu te lances. En fait, t'arrêtes de te poser trop de questions. Meurs. Mais non, les chances de mourir, et en fait, ce que je disais sur ton risque qui est limité, c'est que là, ton risque est limité vu que t'as quelqu'un qui l'a fait avant toi et j'ai qui pas n'est envie pas mort. De finir tétraplégique, Fatou. Tu diras pas que c'est de ma faute, hein, que ça arrive. C'est Fatou qui m'avait dit que tu allais te lancer. Non, mais il y a aussi une question de limiter ses risques. Vraiment, c'est être aussi conscient de ses limites. Et oui, en effet, si tu sens que t'es plus lourde et que tu vois le bout du rocher, non, t'y vas pas. Non, je vois pas le bout du rocher, mais potentiellement, si je glisse en sautant, bon. Bah oui, donc t'y vas pas. Mais dans ce cas-là, je fais pas grand-chose, en effet. Bah non, il y a juste que tu vas sauter depuis un tremplin et non pas depuis le rocher où tu risques de mourir, en fait. Parce que, tu vois, c'est dommage d'oser et de mourir. C'est quoi les trucs ouf que t'as fait récemment? Où tu t'es dit, ah, je suis fière. Trop fière. Putain, c'est une bonne question. C'est quoi les trucs ouf que j'ai fait dernièrement? Avec les hommes, t'arrives facilement à parler? Non, tu vois, sur ça, je pense que j'aurais entre 0 et 10, j'aurais clairement en dessous de la moyenne. Genre aller vers un mec et lui parler, quoi. Ah ouais, ça, je l'ai fait 2 fois, je crois, dans ma vie, quoi. Ouais, et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et les deux ont dit oui, mais quand même, ouais, c'était quand même de la réussite, mais la peur... Douloureux, ouais. Allez, ça c'est... Et en fait, je pense que j'ai aussi une différence entre le pro et le perso. Dans le pro, j'ose beaucoup plus parce que c'est pas émotionnel. Bien sûr. Et dans le perso, du coup, dès qu'il y a des émotions... Mais d'ailleurs, t'as vu, j'arrête pas de dire douloureux. Mais enfin, douloureux. Douloureux de quoi? Bah oui. Un mauvais moment passé à passer, quoi. Et surtout, tout passe. Tout passe. Donc, tout. Le bon et le mauvais. Tout passe, mais le bon aussi. Mais oui. Voilà, tout passe. Donc allez-y, un peu d'audace. Parce que tout passe. Tout passe. Ben voilà, on a une punchline là. Un peu d'audace. Parce que tout passe. Merci Fatou. Avec plaisir, merci à toi Pénélope.